Bienvenue aux 5 livres, l'émission littéraire d'Academ pour sa 22e édition. Aujourd'hui, nous recevons le traducteur Johannes Honigmann, venu tout spécialement de Berlin, le critique littéraire et écrivain Vincent Jory et l'éditrice et traductrice de l'allemand, elle aussi, Brigitte Quin-Erudan. En leur compagnie, nous parlerons de Stefan Zweig, de Theodor Herzl et d'autres éminents sionistes, et puis d'une grand-mère juive, car il n'y a pas que les mères juives dans la vie. Et puis, à la fin de l'émission, je vous ferai part de mes 2 coups de cœur, un roman dans le milieu des diamantaires juifs d'Anvers, de Michael Dichter, c'est un premier roman, et puis également un livre très original, 22 Mapsbury Road, de Rachel Coquerel. Je ne vous en dis pas plus, ça sera à la fin, bien sûr. Alors, j'ai envie de commencer par Stefan Zweig, bien que ma première réaction en découvrant ce livre, dont vous êtes la co-traductrice avec donc Claudine Delphis et la co-éditrice, je me suis dit, il y a encore des lettres de Stefan Zweig qui paraissent et qu'on ne connaissait pas. Mais oui, j'ai l'impression qu'en France maintenant, quand il y a un nouveau volume Zweig qui paraît, beaucoup de gens sont étonnés qu'effectivement la mine soit encore féconde. Oui. Et oui, il y en aura encore possiblement beaucoup. J'ai lu tout récemment qu'on estimait entre 30 et 50 000, donc il y a quand même une marge importante, le nombre de lettres qu'il aurait écrites. Alors là, l'originalité, c'est que ce sont exclusivement des lettres à des amis français. Voilà. Alors, il y a 424 lettres et cartes, parfois des cartes postales, même des télégrammes. 58 destinataires, la plupart des écrivains, des poètes, des journalistes, pas que, mais en majorité. Et donc, ça s'échelonne entre 1909 et 1942. Le titre, je ne me suis jamais senti un étranger en France. Bon, ça confirme la francophilie, la francophonie de Zweig. Ça explique aussi un peu de son succès chez nous, qui est un succès exceptionnel, on va y revenir. Mais ce titre, il n'est pas un peu en résonance avec aujourd'hui ? Certainement. C'est pour ça, sans doute, qu'il nous a tout de suite... Vous l'avez choisi. On l'a choisi. Avec donc, c'était une interview de 1940, à l'occasion du dernier passage à Paris de Zweig, quelques semaines avant l'arrivée de la Wehrmacht à Paris, d'ailleurs. Et ça résonne aujourd'hui. Et ça résonne aujourd'hui, absolument. D'une certaine manière. Absolument, oui. Alors, vous l'avez choisi à 2, donc avec Claudine Delphis, qui n'est pas là puisqu'elle est disparue, hélas, il y a 2 ans à peu près. À peine, oui. Oui. Qui vivait à Berlin, et qui est germaniste comme vous, et qui a co-traduit. Alors, je le disais, la plupart sont écrites en français. Oui, c'est ça. C'est vraiment pas un livre, c'est pas une traduction. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Zweig est un auteur mondial. Oui. Il fut un temps où il était vraiment lu dans le monde entier, ou presque. Aujourd'hui, peut-être un petit peu moins, mais le succès en France ne s'est jamais démenti. C'est même un cas, à ma connaissance. En tout cas, chez les auteurs de langue allemande, c'est un cas. Et ça a duré quand, vous expliquez ce succès ? Il y a eu quand même un petit purgatoire dans l'immédiate après-guerre, où quand même les intellectuels de gauche tenaient le haut du pavé, et où Zweig était quand même un peu vu comme un héritier fortuné à qui tous les succès sont arrivés, ce qui n'était pas faux, mais sans tenir compte peut-être de ses convictions spiritualistes et pacifistes et européennes. Voilà. Et donc il y a eu quand même un comeback, si je peux me permettre, à la fin des années 80, début des années 90. Où on a revisité les romans et nouvelles, par exemple pour cette collection de la Pochothèque à laquelle nous avons activement contribué. Oui. Alors, donc, par rapport aux grands... Et ça, c'est avant même le passage dans le domaine public, en 2013, où là les livres se sont mis à... Voilà, tout le monde s'y est mis. Mais par rapport à d'autres grands auteurs de langue allemande du XXe siècle, Thomas Mann, Arthur Schnitzler, Robert Musil... Quand on interroge les Allemands, en général, ils font la fine bouche avec Zweig en disant « bon, ce n'est pas un styliste ». Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, alors... Non, je ne suis pas vraiment d'accord. Je pense que peut-être la langue de Zweig a un peu vieilli. Elle comporte des austriacismes, des particularités. Ça dépend des textes, évidemment, mais elle a
Oui, je pense elle a vieilli. Or, il y a tout de même un phénomène qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la langue originale, le texte est né variéture. Une fois qu'il a été publié, il demeure. Alors qu'avec une traduction... Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que dans ce volume, où il y a quand même des lettres inédites, Ah, c'est pratiquement... pratiquement, Enfin, les 2 tiers sont inédites et celles qui ne sont pas inédites étaient dans des petites revues, oui, à droite, à gauche, et introuvables. pas du tout accessibles au grand Alors, public. on retrouve sa curiosité, son éclectisme, son cosmopolitisme. C'est finalement pour ça qu'il est tant aimé aussi. Oui. Et ça se retrouve dans le volume. Oui. Et puis, Alors, je pense les cas humains qui apparaissent Oui. dans l'œuvre de fiction. il a des correspondants français, bien sûr, parce que c'est des lettres à des amis français, formidables. André Suarez, dont on ne parlera jamais assez, Oui. André Gide, Alfred Cortot, le pianiste, Paul Valéry, Marie Bonaparte, notamment pour ses traductions de Freud, Roger Martin Dugard, Georges Duhamel, Henri Barbus, Albert Schweitzer, Romain Roland et bien sûr Jules Romain. Oui. Pour tous ces gens-là, c'est l'ami autrichien, pas allemand, autrichien. Autrichien, même si lui-même fluctue un peu sur ce point. Il y a des lettres d'ailleurs où il dit nous, et c'est manifestement le monde germanique, sans faire de distinction entre l'Autriche et l'Allemagne. Et il y a au contraire des lettres, et ça dépend quand même aussi de la période évidemment, où tout d'un coup il dit nous et ce sont les Autrichiens. Zweig est donc l'ami autrichien Mm. pour tous ces gens-là. Est-ce qu'il est aussi l'ami juif? Ça dépend pour qui, mais en gros non. Parce que c'est quand même un juif assimilé, c'est quelqu'un qui... Alors, sauf quand il écrit par exemple à André Spire. André Spire, qui est tout de même présent par une dizaine de lettres ici, qui est un poète et un sioniste Oui, militant. engagé, militant dès 1910, dès les premières périodes évoquées par ce livre. Et on en trouve la trace dans le journal de Zweig pour ses séjours parisiens en 1913 et 1914. Il rencontre et il croise André Spire à plusieurs reprises. Et il le retrouvera par hasard dans un petit restaurant à New York en 1941 avec New sa York, seconde femme. Il vivait en exil avec l'auteur. Alors oui, c'est ça, il était parti. Et, bon, en exil, bien sûr, de facto, c'est un exil, mais en réalité, ce qu'on oublie souvent, c'est que il est parti avec donc sa deuxième épouse Lotte en juin 40, fin juin 40, avec le souhait et le désir de revenir en Angleterre quelques semaines, voire quelques mois après. Et il était parti pour une tournée de conférences qui était prévue déjà 6 mois auparavant. Et les événements ont fait qu'il n'est jamais rentré. Il y a quelque chose qui est évoqué, je n'avais jamais entendu parler, c'est avec Anton Klippenberg. C'est un projet de Bibliotheca Mundi. Ah oui, vous n'aviez pas entendu qu'est-ce que parler de c'est? ça. Oui. Alors la Bibliotheca Mundi, oui, ça fait partie de tout un projet suggéré par Zweig à son éditeur Kippenberg de Linzel Verlag à Leipzig, qui est une des belles grandes maisons d'édition allemandes, qui existe d'ailleurs toujours. Et donc, son idée, c'est de donner des chefs-d'œuvre de la littérature universelle, la Weltliteratur de Goethe, dont la notion remonte à Goethe. Et son idée, c'est de donner les textes originaux. Et d'ailleurs, puisqu'on est sur Acadème, il avait prévu, et je crois que ça a été réalisé, une anthologie de poésie hébraïque. Ah oui. C'est un peu surprenant de sa part. Parce que, oui, mais il y avait c'était de la poésie russe, de la poésie anglaise, évidemment, française. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il s'est adressé à Georges Duhamel. Alors, Et pas à un professeur d'université. Ah oui. Enfin, je sais pas, c'est un sujet peut-être intéressant. C'est pas les universitaires, ce n'est pas vraiment son monde. Voilà, c'est pas du tout Lui, son c'est un monde. écrivain, c'est un collectionneur d'autographes. Un collectionneur très important, passionné. très important, un bibliophile. Et, alors, ce qui est confirmé par les lettres que vous avez éditées et publiées, c'est que c'est rare, c'est un écrivain qui a le culte de l'amitié, vraiment. Il a beaucoup d'amis, et il cultive ça, il leur consacre du temps. Il les a aidés financièrement à New York, ou même à Paris, Joseph Roth, par exemple. Et ce qui apparaît, qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'au-delà de l'amitié, c'est un intermédiaire, un go-between, un intercesseur. Il présente les gens entre eux. Oui. Et nous, on est tombé sur une expression qu'on a retenue et qu'on reprend dans notre propos, qui est celle de cross-pollinator, c'est-à-dire le pollinisateur tous azimuts. Un peu barbare quand même. Oui,
Mais Vous c'était- trouvez barbare. Bah, Nous, on a trouvé ça vraiment amusant. C'est Bon. non, c'est Mais- rigolo, je ne ouais. connaissais pas. Ouais. Cross-pollinateur. Ouais. Enfin, si vous dites ça comme ça, Oui, je veux oui, dire, non, de mais quoi absolument. parle-t-elle? Oui, oui. Mais sinon, c'est un passeur. Et il y a moult lettres où il s'engage à chercher un éditeur en Allemagne Voilà. ou à essayer de faire monter une pièce. Et il fait ça. C'est une seconde nature, je pense. C'est l'art de faire circuler Ah oui. les personnes, les Oui. idées. Oui. Et c'est aussi, je pense, le carburant de ça, c'est l'enthousiasme. Zweig est vraiment quelqu'un qui s'enthousiasme pour un texte. Quelquefois, il se trompe. Quelquefois, il fait un grand éloge de quelqu'un qui ensuite est complètement tombé dans l'oubli. Mais je pense qu'il est sincère. Et je pense aussi que ça lui est venu de Verhaeren. Puisqu'il y a eu quand même le grand mentor Romain Rolland. Mais auparavant, c'était Verhaeren, le poète belge. Émile. Émile, le grand lyrique belge. Il a bien vu en quoi, Et- on voit bien en quoi Zweig est je crois que l'expression est de Montaigne, une libre comète, c'est ça, non? Oui, une libre comète. Une oui. libre comète. Oui. Moi, j'aurais plutôt dit un électron libre. Enfin, Oui, c'est pareil, non, mais hein. c'est vrai. C'est la même chose. Oui, hein. oui, oui. Un électron libre, mais quand même basé à Salzbourg. Et bon, Salzbourg, pour lui, c'est le centre de l'Europe, jusqu'au moment où ça devient un peu trop proche de Berchtesgaden et de Munich et des méchants de l'autre côté de la frontière. Heureusement que ce sont deux femmes qui ont édité ce volume, c'est-à-dire vous ainsi que Claudine Delphis, Oui. parce que si ça avait été un homme, on dirait mais quelle misogyne. Il n'y a pas de femme. Il n'y a pas Il y a de femme. peu dans de, ce- il y a peu Bon, de pratiquement femmes. pas. Oui, oui, il y a peu Bon, de et femmes. Bonaparte. Il y a une lettre à Colette, Ouais. qui est surprenante. Il y a une lettre Enfin. à Pauline de Pange. Oui, alors je ne sais pas. C'est un peu. Certains de ses amis disent qu'effectivement, il était quelquefois un peu gêné dans les relations avec les femmes. Ah oui. Oui. Bon, Gêné pour s'exprimer, je ne sais pas. c'est pas un misogyne pour autant. hein. Par ailleurs, il dit qu'il il se perçoit et il a fait l'expérience d'être un grand séducteur. Donc peut-être que l'aspect séduction possible ou virtuelle avec une femme, quelque part, venait interférer d'une façon Ah oui, qu'il... je ne peut-être. sais pas, c'est une hypothèse. Alors évidemment, on va jusqu'à 42 et vous évoquez sa mort volontaire et Oui. vous parlez, alors, en ce qui concerne l'auteur, d'euthanasie parce que l'asthme, elle avait des crises d'asthme terribles Oui. et que là vous parlez Mais d'euthanasie, pas spécialement pour elle, hein, non, pour les deux. Mais pour lui vous parlez d'apothéose glorieuse. Le suicide, une apothéose glorieuse. Bah, il s'est trouvé que ça s'est transformé en une apothéose glorieuse, dans Ah oui. la mesure où à Rio, on lui a fait, à Petropolis, on lui a fait, il y a eu un deuil national et des obsèques grandioses, alors qu'il avait demandé explicitement l'inverse, d'ailleurs. Mais ce qui nous apparaît vraiment de plus en plus, et nous réfléchissons et nous mûrissons cette question depuis longtemps, c'est que c'est vraiment une mort volontaire. C'était une décision qui flottait qui était dans l'air depuis plusieurs années. Et ce qu'on constate quand même, c'est que parmi les juifs autrichiens, à partir de 1938, il y a des suicides en masse. En masse. Je veux dire, l'idée du suicide, elle est là. C'est une possibilité qui est là. En 1939, Zweig écrit dans son journal qu'il a une petite fiole. Il a deux petites fioles qui sont toutes prêtes. Oui, En 1939 déjà, à Londres. En général, ceux qui parlent du suicide de Zweig Oui, je sais. évitent de parler, enfin, ils parlent de la situation de l'Europe, désespérante Ah ouais. et tout, mais ils ne parlent pas de sa dépression qui est très ancienne. Oui, enfin, c'est pas une dépression comme on le dit aujourd'hui. Dépression mélancolique. Non. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Vous Non. ne pensez pas que Non. c'est l'aboutissement d'un état ancien? Non. Non, Zweig, enfin, moi, d'après tout ce que je connais et tout ce que le lis de Zweig, etc., c'est pas du tout quelqu'un de dépressif. C'est quelqu'un qui peut avoir des crises de découragement. Il parle de sa bile noire de temps en temps. Oui, mais ce sont des accès. Oui. Et il écrit aussi que quand il est comme ça, il travaille comme un diable. Il travaille comme 7 diables. D'ailleurs, il écrit exactement dans une lettre à son éditeur new-yorkais. Donc, il ne faut pas du tout s'imaginer ça comme on parle aujourd'hui de quelqu'un de dépressif qui Alors, mais à quoi est attribuez-vous- complètement brisé, amorphe, Alors, etc. à quoi attribuez-vous son suicide? Autant elle, Oui. c'était pour arrêter de souffrir, Oui. parce qu'elle souffrait de cet asthme terrible, mais lui, Bah, notre hypothèse quand même, c'est aussi que le travail entre eux devenait très difficile. Et or, il constituait quand même une sorte d'équipe
chacun ayant son rôle, évidemment. Je ne dis pas qu'elle co-écrivait avec Zweig. Mais bon, on suit d'ailleurs bien ces relations dans ce livre-là qui s'appelle J'aimerais penser que je vous manque un peu, les lettres à l'auteur. Oui, qui est la tranche 34-40. Et il nous semble vraiment que pour Zweig, le cap des 60 ans a été, pas fatidique, mais enfin, a été très très important. Il se sentait un très vieux monsieur à 60 ans. C'est surprenant parce que même à cette époque-là, il sait très bien qu'il y a des écrivains qui restent actifs et qui continuent beaucoup plus tard que ça. Mais il était aussi, je crois, conscient que jamais il ne retrouverait la position qu'il avait eue d'influence et de respect et d'échanges fructueux avec beaucoup d'écrivains. Personne n'ayant vécu la guerre ne pouvait dire quoi que ce soit sur ce qui se passerait après la guerre. Thomas Mann, en rompant avec la terre natale, ne savait pas du tout ce qui allait devenir. Et, bon, mais c'était tout le monde, ça. Oui, mais la psychologie de Thomas Mann est quand même très différente. Quand vous pensez qu'en arrivant à New York, en 36, 37, Thomas Mann déclare « Je suis la culture allemande ». Oui. Donc, oui. Ça a dû l'aider quand même. Il n'était pas animé par la haine de soi, manifestement. Mais Zweig a quelque chose de modeste. Oui, mais chez Zweig, il y a malgré aussi ce succès. Une incapacité à s'engager véritablement quand on lui demande de le faire. Le Pen Club à New York était déçu. On lui disait, allez, venez à la tribune, dites quelque chose, vu votre aura. Le Pen Club en Argentine, à Buenos Aires. Non, mais à New York aussi. Ah non, à New York. À New York, je crois que c'est Jules Romain qui a tenté de créer une... Mais au contraire, là, Zweig a soutenu Jules Romain et au contraire, il me semble qu'il a participé à des réunions. Il était venu, mais il ne voulait pas aller à la tribune, il a fallu le forcer. L'obliger. Je ne connais pas cet épisode-là. On sait pourquoi il ne voulait pas physiquement... Alors, je vais peut-être vous choquer, mais déjà, en 1933, Klaus Mann a été le voir. Klaus Mann qui était très militant, en lui disant, vous comptez pour nous, aidez-nous, engagez-vous. Et il disait, écoutez, les SS, c'est pas ce que vous croyez. Hein. Ils sont un peu... Non. Ah si. Ah non, là, vous allez trop loin. Non, je vous assure, c'est ce que Klaus Mann raconte dans ses lettres. Oui. Ah si. Pas les SS... Et si... Vous verrez. Enfin, peu importe. Il ne s'est pas engagé à ce moment-là non plus. Mais je pense que l'idée directrice de Zweig dans toute cette période-là, c'était tout ce qu'on peut faire pour les Juifs pour les Juifs allemands qui sont sous la botte nazie, va se retourner contre eux. Et donc, il avait en permanence peur que ça se retourne contre les gens qui étaient dans le pays et qui n'en pouvaient plus. C'est une des raisons de son retrait. Mais il a quand même essayé des tas de choses. Il a essayé de créer de faire des manifestes, de rassembler des rabbins. Il y a eu des épisodes en 1935 où il a essayé avec un grand rabbin de Prague et de Vienne. Et ils ne se sont pas mis d'accord. Et Zweig avait écrit un truc de 4 pages, un projet de manifeste sur 4 pages. Il était quand même très très concerné et bouleversé par tout ça. Mais il considérait que tout ce qu'il ferait ne ferait que se retourner contre les Juifs en Allemagne. Enfin voilà, j'ai l'air de le défendre là comme si c'était... C'est normal, je lui ai consacré plusieurs livres, c'est la moindre des choses. Je trouve qu'on l'accuse souvent de façon un peu facile. Avec le recul, c'est facile. En tout cas, il n'y a pas de lâcheté. Moi, je suis convaincue qu'il n'y a pas de lâcheté. Une difficulté à s'engager. Politiquement, parce que la politique politicienne et la politique il n'aime pas ça. Oui, il n'aime pas ça depuis le début. Il n'est pas à l'aise. Alors vous vivez à Berlin. Vous êtes traducteur de théâtre surtout et de littérature. Non, j'ai été traducteur de théâtre. Ça fait très longtemps. Mais surtout, je l'ai été surtout il y a 20 ans au début. Mais voilà. Maintenant littéraire. Une page tournée. Beaucoup plus. Mais par exemple, vous avez traduit le fameux livre de Martin Luther. Les mensonges des Juifs, des Juifs et de leurs mensonges. Oui. C'est pas trop éprouvant comme texte à traduire. Ce projet de traduire ce texte anti-juif de Luther, c'est un projet qui émanait en fait de ce médiéviste Pierre Savy. Et Pierre Savy donc est juif. Et moi-même je le suis aussi. Et donc il fallait qu'un duo de juifs s'attaque à ce... Non, il n'est pas allemand, Pierre Savy, il est français. Non, mais vous. Oui, mais l'important c'est la judéité. Seuls des juifs ont le droit de traduire un texte anti-juif. Voilà.
Ouais. Enfin, Oui, c'est pas une loi, mais enfin, comment Ouais, dire, c'est vous bien. voyez ce que je veux dire. Moralement, c'est Ouais, la seule pur et dur. possibilité. Voyons cette couverture, d'abord cette brochette magnifique de contributeurs, et puis d'une nation juive ou non, controverse vienne. J'ai pensé, je me suis dit, ben, finalement, c'est un peu comme il y a eu une fameuse dispute de Barcelone en 1263, et même une controverse de Valladolid, bien plus tard, en 1550, il y a eu une dispute de Vienne. Oui. Bon, c'est pas aussi frontal que les deux autres, parce que ce sont des textes juxtaposés. Ils n'ont pas été dans un tribunal, etc., ensemble. Mais ça m'a fait penser à ça, au sens de la dispute d'autrefois. Donc on est en 1897 à Vienne. L'État juif, ou l'État des Juifs, est paru, le Théâtre de Herzl est paru un an avant. Celui qui lance la polémique, parce que c'est une polémique entre eux, sur finalement qu'est-ce que le sionisme, c'est le premier, c'est Moritz Gudemann, Oui. en publiant un texte qui n'est pas un texte radical du tout, dans lequel il se pose des questions par rapport à celui de Herzl qui vient après, qui lui, il y va. Mais celui de Gudemann, il se pose des questions. Et déjà, ce fait de se poser des questions sur la nécessité de donner un État au peuple juif, déjà, il pose les jalons. C'est ça qui vous a donné envie d'aller plus loin ? Bon, en fait, juste pour revenir sur Vienne, c'est parce que ce qui est intéressant, c'est Vienne, c'est vraiment le creuset de l'Europe centrale à cette époque, parce que c'est une controverse qui s'est passée à Vienne dans les journaux viennois, mais les 4 acteurs ne sont pas viennois eux-mêmes, et leurs textes sont publiés dans des organes viennois, parce que c'est vraiment le... S'il fallait se faire entendre, il fallait se faire entendre à Vienne, voilà. La capitale de l'Autriche-Hongrie. Voilà, c'est ça, Bon, la capitale de l'Autriche-Hongrie, et du sionisme politique, parce que le sionisme avait plusieurs... Il y avait le sionisme religieux, le sionisme pratique, le sionisme politique, qui est celui de Herzl. Enfin, il y avait différents courants, mais disons le courant qui, à ce moment-là, était celui qui prévalait, était le sionisme politique. Et la capitale du sionisme politique, c'était Vienne, tandis que le sionisme pratique était plus à l'est. C'était Odessa, c'était Lviv, etc. Et le sionisme religieux était encore plus atomisé. Mais voilà, bon, donc c'est pour ça Vienne, mais... Qu'est-ce qui m'a donné, qu'est-ce qui a impulsé la publication de ce livre ? Il faut remettre les pendules à l'heure sur l'antisionisme. Aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, parce que il n'y a qu'un antisionisme légitime, c'est l'antisionisme de cette époque-là, qui précède la création de l'État d'Israël. Qui précède de 50 ans. Hein. Ah oui. Oui, non, mais l'antisionisme en tant que réaction au sionisme, c'est-à-dire que thèse, antithèse, voilà, bon, il y avait... Mais disons, comme le sionisme s'est accompli, le projet sioniste a été réalisé. Donc maintenant, nous sommes dans le post-sionisme. Autrement dit, nous avons quitté la dichotomie antisionisme-sionisme. Maintenant, on est pro-israélien ou anti-israélien. Mais ces gens qui se disent antisionistes sont en fait anti-israéliens. Tout simplement. Ils sont anti-israéliens. Ils ne devraient pas dire « nous sommes antisionistes ». Pardon, je ne sais pas si vous les connaissez bien, mais le slogan du fleuve à la mer, très clairement et en toute conscience, signifie pour eux l'éradication de l'État d'Israël. Bien sûr, oui. Mais ce n'est pas uniquement les Israéliens, c'est l'État même. Vous parlez de post-sionisme comme si le fait qu'il y ait eu l'indépendance de l'État d'Israël en 1948, c'était acté. Non, ce n'est pas acté. Pour eux, ils veulent un État de Palestine qui annihile complètement les structures de l'État israélien. Absolument, je sais bien, mais ce que je veux dire, c'est que qu'en fait, il faut démasquer la supercherie. La supercherie, c'est les gens se disent nous sommes antisionistes. Non, ils ne sont pas antisionistes, puisque l'antisionisme, le seul antisionisme qui ait jamais existé, c'était l'antisionisme historique, celui qui s'opposait au sionisme tout aussi historique pré-création de l'État d'Israël. Tout ce qui a lieu maintenant depuis la création de l'État d'Israël, c'est de l'anti-israélisme ou de l'antisémitisme. L'anti-israélisme veut l'éradication d'Israël. L'antisémitisme veut l'éradication des Juifs. Les deux font la paire, etc. Donc c'est ça qui vous voilà. a... Quand Jean-Luc Mélenchon et sa bande disent « nous ne sommes pas antisémites, nous sommes antisionistes », ben, désolé, ils
ils sont antisémites et anti-israéliens. L'antisionisme, c'est celui de C'est Gudeman historique. ou d'autres. Voilà, Gudeman, certains des arguments de Gudeman, parce que vous dites, voilà, c'est quand même assez posé, mais certains arguments vers la fin sont assez violents quand même. Alors, il faut quand même juste dire ça, parce qu'il est moins connu que les autres, c'est le grand rabbin de Vienne. Oui, et C'est- un grand historien aussi du... Voilà. Donc Oui, il a un point de vue qui est adossé quand même à la tradition, à la foi, à la religion, ce qui n'est pas le cas des autres, nécessairement. En Ouais, tout cas, pas oui. Herzl. Oui, non. Et bon, euh, dès le départ, vous dites la fin est assez radicale, la fin de son texte, Oui. parce que c'est un texte qui a été publié dans une revue, Mhm. et c'est ça qui a lancé la polémique. En fait, c'est une brochure, il a fait publier cette brochure juste avant le congrès de Vienne, parce que Le de Bâle. Bâle, Congrès. voilà, oui. Le premier Premier congressionniste. congressionniste. Voilà, et c'était comme une sorte de... Comme dans le train, voilà, on tire la sonnette d'alarme, enfin le frein de secours, enfin, c'était comme s'il voulait au dernier moment intervenir, alors que ce rabbin Gudman, c'est quelqu'un qui a beaucoup atermoyé, parfois il était plutôt pro-sioniste, parfois il était anti-sioniste, il a essayé parfois de soutenir, c'est un peu comme Zadok Khan aussi à Paris, France, c'est pas, voilà, c'est pas, parce que Herzl a aussi démarché Khan, Herzl a démarché Khan à Paris, il a démarché Gudman à Vienne, Il a démarché tout le monde. Hein. voilà, les grands rabbins de Londres et tout ça. Oui. Et donc, tous étaient un peu indécis, oui et non, etc. Et ça, c'est parce qu'il y avait le sionisme religieux qui se différencie du sionisme politique, mais qui a évidemment des points communs. Il était plus difficile pour les traditionalistes juifs attachés à l'orthodoxie de rejeter complètement le sionisme dès lors qu'une certaine école religieuse l'a épousé. Mais il était facile pour eux de rejeter le sionisme politique herzlien qui avait des tendances anti-religieuses, en fait. Alors, Voilà. il y a un détail, je pense que je l'ai lu dans votre livre, je ne suis pas sûr. Guderman, un jour, était chez Herzl pour avoir une conversation au coin du feu. Voilà. Et à un moment, il se lève et il s'en va parce qu'il ne supporte pas la présence d'un sapin de Noël. Oui. Il dit c'est une présence à la fois chrétienne et païenne, Mhm. ce qui est vrai d'ailleurs, et je ne peux pas rester à côté de ça. Ça montre un peu aussi son caractère. Oui, oui, c'est ça. C'est une anecdote qui a été, qui est célèbre et qui en dit long fait aussi sur Herzl, parce que bon voilà, Herzl invite chez lui le grand rabbin et il n'hésite pas au lieu de cacher son sapin de Noël, il le laisse en place, c'est-à-dire que quelque chose, soit il est inconscient, soit il est Un peu provocateur. voilà, ou un peu provocateur. La religion ne signifiait rien pour lui. Il était, et Nordau va encore plus loin. Nordau est carrément anticlérical. Alors l'anticléricalisme se marie mal avec le sionisme religieux. Et c'est pour ça que on ne sait pas ce qui se serait passé si Herzl n'était pas mort si tôt, si jeune. Parce que lors des congrès de Bâle qui ont suivi, peu à peu, ce sont les courants du sionisme pratique qui ont pris le dessus sur les courants du sionisme politique qu'incarnait Herzl. Parce qu'Herzl était contre l'installation de Juifs en Palestine aussi longtemps qu'il n'y avait pas eu de reconnaissance par les grandes puissances. C'est quelqu'un qui... Quand Israël était reconnu par l'ONU, ça a été la réalisation du projet herzlien de la façon la plus pure, parce que ce qu'il avait toujours voulu, c'était la reconnaissance politique par en haut. Il ne voulait pas d'un pays juif qui se construise par en bas. Et le sionisme pratique, mais aussi le sionisme religieux, il voulait que ça se construise par en bas. Il voulait que ça se construise par un afflux de voilà, population. par un afflux de personnes, par un retour de la religion, par l'ouverture de yeshivot, etc. Et tout ça, les mélanchonistes et les autres n'en Voilà. savent rien. J'ai chez moi un numéro des Temps modernes de 1967, il me semble, dirigé par Claude Lanzmann, qui fait, je crois, 600 pages, enfin c'est sur Israël. Et il avait eu l'idée de faire une partie pour Israël, pour faire sioniste et anti-sioniste. Et il y avait un intellectuel qui s'appelait Maxime Renançon, qui vraiment, enfin je ne veux pas dire que c'est le Mélenchon de l'époque, mais en tout cas, l'idée... Non, c'était pas un leader politique. Ce n'était pas du tout un leader politique, un mais leader sur citaire. l'idée
d'Israël comme dernier geste de colonisation, tout est déjà là. Oui, ils n'ont rien inventé. Mendelssohn était marxiste, c'était un islamologue, un arabisant. Bon, il partait d'un autre point de vue, et puis d'un point de vue marxiste. Même sa biographie de Mahomet était d'un point de vue marxiste. Tout à fait, mais il me semble quand même que Marx n'est pas totalement absent de la LFI, et puis surtout avec cette idée très forte de colonisation, Israël comme colonisation. Mais à propos, justement, une question au traducteur que vous êtes. J'ai toujours été frappé d'une chose, pendant très longtemps, c'est-à-dire jusqu'à il y a une dizaine d'années, le livre de Herzl, son fameux livre, était publié chez un petit éditeur, c'était le seul qui était disponible, et que le titre était fautif dans sa traduction. Le titre, c'était l'État juif. Comment on a pu, pendant 50 ans ou 60 ans, imposer, personne n'a eu l'idée de refaire une autre traduction avec l'État des Juifs. Der Judenstaat, ça ne peut pas être l'État juif, d'aucune manière. Même en interprétant, ça ne peut être que l'État des Juifs. Non, mais le monde de la traduction, c'est plein d'aléas. C'est très intéressant sur le plan. Il y a des mots, enfin je vais y revenir, hein. J'ai quelques mots que j'ai notés, parce qu'on a affaire à un traducteur qui de temps en temps dit là, je ne sais pas, ou plus ou moins, ou là je ne suis pas satisfait de ma traduction, mais je n'en vois pas d'autres. Oui, parce que il faut quand même aussi avoir à l'esprit que le lecteur ne peut pas entrer complètement dans le texte qui lui est proposé, parce qu'il y a l'intermédiaire qui est le traducteur qui est là, qui fait aussi un peu obstacle. Genre quand on est intermédiaire, mais on est aussi interposé. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, on est le tiers. Enfin, il devrait y avoir un accouplement entre le lecteur et le texte, et puis il y a quand même le traducteur qui tient la chandelle. Enfin, oui, mais alors, Brigitte K. venait à mon secours. Die armen Juden. C'est des juifs pauvres ou des pauvres juifs? Ça peut être l'un ou l'autre. Oui. Ah ben oui, mais ça dépend toujours du contexte. Oui, bien sûr. Et du fil de la pensée à l'endroit. Oui, mais vous avez jugé que c'était quoi? C'est les juifs pauvres. C'est les juifs pauvres, mais c'est aussi les pauvres juifs, parce qu'il y a quand même, justement, il faut voir qui écrit et à qui s'adresse-t-il. Le grand rabbin de Vienne, il publie dans un magazine publié à Vienne, la capitale de l'Autriche-Hongrie, mais il parle des masses paupérisées d'Europe de l'Est. Donc il y a quand même aussi une condescendance, un paternalisme de bonne aloi. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus... En allemand, il y a un proverbe qui est très amusant, qui n'existe pas en français, Der Ton macht die Musik, c'est le ton qui fait la musique. Et c'est ça, en fait. Et nous, les traducteurs, nous devons retrouver le ton donc entendre la musique. Mais peut-être pas seulement le ton au sens mondain. Oui, non, bien sûr. Mais effectivement, la sonorité, la logique interne. C'est le son. Est-ce que c'est sociologique les juifs pauvres, ou est-ce que c'est effectivement avec de l'empathie? Parce qu'il y avait une condescendance. C'est le qu'il y a eu dans les années 20 en Allemagne, et puis même au début des années 30. C'est-à-dire que les juifs allemands complètement assimilés voyaient d'un très mauvais œil l'afflux des juifs d'Europe de l'Est. C'est bien connu. Voilà, c'est bien connu. Mais il y a un passage où alors c'est Max Nordau, et vous le citez et vous dites « c'est impossible à traduire sans lourdeur ». Le sionisme entraînera, avec la sûreté et la force d'une loi de la nature qui opère mécaniquement, un groupement des juifs par classe. Là, on est au cœur de beaucoup de choses, hein, avec les traductions. Il y a Benjamin Ripner, par exemple, quand il dit « l'antisémitisme ne doit pas déterminer la forme que prend le judaïsme ». Là, je trouve que c'est limpide. Tel que vous l'avez traduit, c'est limpide. Et c'est très fort. Hein. En même temps, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de développer. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, je vous le disais, hein, je trouve que la réponse, que la deuxième intervention de Herzl au rabbin Gudman, elle est radicale. D'abord, il se moque de lui. Oui, il le tourne en dérision. C'est très ironique. Tout en gardant les formes. Il garde les formes. Monsieur le grand rabbin, etc. Oui, il était obligé. Et puis à côté de ça... Il y a une grande différence d'âge, quand même. Oui, le respect. Mais enfin, dites donc, qu'est-ce qu'il lui met, si je puis me permettre? Puisqu'il raconte que Gudman soufflait le chaud et le froid, et qu'en fait, il est déconcerté. Il a d'abord encouragé. Voilà, c'est ça. Mais Gudman, c'est un érudit exceptionnel. C'est quelqu'un qui
c'était une des figures savantes les plus impressionnantes du 19e siècle, il faut Oui, quand même le dire. mais Ouais, c'est on ça, a c'est l'impression qu'on Donc arrive... le respect est réel. Oui, c'est ça quand même. Il faut vraiment lire ce petit livre, parce que ces 4 textes, c'est passionnant, ça éclaire effectivement ce qu'on vit aujourd'hui, d'une certaine manière. On examine ça à nouveau frais, et en même temps, on a quand même l'impression, on est en 97, d'un dialogue de sourds entre eux. Parce que par rapport à ce que dit Goodman, qu'est-ce que répond Max Nordau? Le sionisme n'a rien à voir avec la théologie, mais avec la politique, l'économie, la sociologie, l'histoire des mœurs. Et pour ainsi dire, c'est tout juste s'il ne dit pas, ça n'a rien à voir avec le judaïsme. Ben oui. Oui. Oui, et bon, Un désaccord. ce qui s'est réalisé en fin de compte, c'est la vision de Herzl et Nordau et pas celle de Goodman et de Ripner. Mais si l'on disait maintenant à ces antisionistes d'aujourd'hui, enfin ces antisionistes, voilà, vous savez, il y avait des arguments très forts en défaveur du sionisme, mais finalement le sionisme s'est imposé, et donc cela signifie peut-être qu'il y avait une logique dans l'histoire qui a voulu que ça se passe. Et ça, c'est un argument que ces gens ne veulent pas entendre, puisqu'ils veulent faire table rase. Ils veulent quasiment remonter le temps. Enfin, voilà, nous voulons repartir de zéro. L'une des expressions que je déteste le plus, qui me reste le plus, c'est l'expression « Israël est une expérience ratée ». Quand les gens disent ça, moi je dirais c'est le Pakistan qui est une expérience ratée. Vous avez vu l'état du Pakistan? Le Bangladesh, c'est une expérience ratée. Et ce sont des pays qui ont été créés en 1947, un an avant. Donc voilà. Vous diriez ça de l'Inde aussi? Non, l'Inde fonctionne quand même mieux, mais il y a plusieurs pays d'Afrique. L'Algérie est une expérience ratée, messieurs, dames. Franchement, non mais vraiment. Alors, après, pardon d'être un peu plus pessimiste que vous, l'avenir nous le dira si c'est une expérience ratée ou pas. Israël ou l'Algérie? Non, Israël. Non, je pense que c'est une expérience réussie. Et d'ailleurs, en plus, c'est une impertinence d'appeler ça une expérience. C'est pas une expérience, c'est un pays qui a été créé comme ont été créés le Pakistan, le Bangladesh et l'Algérie, voilà. Et donc, Enfin, pas dans les mêmes conditions, même si c'est... Pas dans les mêmes conditions, mais à une époque de décolonisation massive, c'était quand même l'époque de... Oui, mais de la dissolution de l'Empire britannique. Enfin, c'est-à-dire que c'est dans ce contexte. La décolonisation générale, l'affrontement entre laïcs et religieux, qu'on voit bien là, dans ce livre, si on ne veut pas être trop pessimiste, c'est la prochaine guerre civile d'Israël. Tout à fait. Oui, en même temps, ça fait un bon temps qu'on l'annonce, cette guerre civile. Entre-temps, il s'est passé des choses quand même. Oui, mais j'ai l'impression que c'est toujours par vague. Moi, je suis optimiste là. Le refus de la conscription pour les Haredim, c'est quelque chose de saillant qui ne se passait pas avant. Mais oui, et c'est un sujet très grave, mais en même temps, cela fait combien de temps que ça traîne déjà? On a l'impression qu'on est toujours au bord de l'éclatement, et finalement, cet éclatement n'arrive pas. Donc peut-être... Oui. On se dit peut-être que... Il y a quelque chose dans la nature du juif, justement, qu'il a toujours besoin d'être au bord du précipice. Hélas. Oui, c'est ce qui l'incite à être aussi créateur. Genre, voilà, bon, tous ces grands auteurs juifs, ces grands savants juifs, ces grands tous juifs, le génie juif, il est motivé par cette position au bord de l'abîme. De savoir qu'un pas de plus, c'est la chute, donc toujours, voilà... Oui, c'est ce qui justifie toutes les guerres existentielles d'Israël à chaque fois. Bon, vous l'avez lu, ce livre? Oui. Vincent Jory? Oui. Ça vous a appris des choses? Ah, ça m'a non seulement appris des choses, et effectivement, comme ça a été dit, explique que Israël est un pays, on le voit quand on lit ce livre, d'une très grande complexité, même dans ses origines. Il est très compliqué de donner en quelques mots une définition de l'État d'Israël. Et on comprend pourquoi. Puisque c'est une identité qui est mouvante, qui est souple. D'ailleurs, il n'y a pas de constitution en Israël. Orale, mais il n'y en a pas en Angleterre non plus. Hein. Oui, c'est toujours l'argument. Ouais. Je connais l'argument, dure mais... depuis des siècles. Ça n'aura pas beaucoup nuit, finalement. Non. Donc, là aussi, on verra avec le temps, mais je suis très pessimiste aujourd'hui. Moi, ce qui m'inquiète en Israël, c'est que ce soit une gérontocratie, finalement, maintenant. Parce que, bon, Netanyahou... je ne suis pas anti-Netanyahou, mais je trouve que vraiment, ce n'est pas bon pour un pays d'être gouverné depuis si longtemps par quelqu'un qui vieillit dans son jus, quoi. Enfin, vraiment,
Bon, Place aux jeunes. on peut le dire pour quelques autres, à Oui, commencer bien par sûr. par les États-Unis. Hein, Oui, ou la Russie, etc. ou mais la enfin, Russie. Mais en parlant d'Israël, alors, Vincent Jory, archives de Bert Bendler aux éditions Grasset. C'est pas mon père ce héros, c'est ma grand-mère mon amour, c'est ça? Oui, on pourrait le Oh, résumer bah, comme ça. oui, quand même. Donc, oui. vous renouvelez le C'était- concept de mère juive. Hein. Oui, on peut le dire aussi comme ça. C'est un livre, pour aller dans votre sens, mais je m'en suis rendu compte il y a 2 jours, donc c'était pas conscient quand j'ai écrit le livre, de réconciliation. Donc là, je vais dans votre sens, le mot amour correspond, puisque comme vous l'avez lu, c'est très... Voilà, en tout cas, la fin de sa vie a été très difficile. Il y a quelques années, hein, Il y a quelques années, mort en 2021, à l'âge de 93 ans. 93 ans. 93 Donc ans. elle couvre pratiquement le siècle. Oui. Une femme assez extraordinaire. D'un côté, le pilier le plus solide de la famille, tout tourne autour d'elle. Elle fait en sorte, c'est la boussole, elle est belle. On voit sa photo en bandeau autour du livre. Elle est irrésistible, elle est athée, elle est polonaise. Je crois que ça reste toute la vie. Elle est polonaise, oui, elle est française. Oui, pardon. Elle est d'origine polonaise, polonaise. moitié Shtetl, moitié Varsovie. Exactement. Ce n'est pas exactement les mêmes mondes. Non. Elle est impériale, elle est instable, elle est caractérielle. Ça fait beaucoup. À dire. Ça fait beaucoup. Hein. Il a bien vu. Ça fait beaucoup. Et vous êtes son petit-fils Aîné. aîné, mais j'ai envie de chéri. dire, j'ai l'impression que vous avez pris la place de son fils parce qu'il y a une haine entre son fils et elle. Enfin, son fils la hait. Oui, c'est ce que je dis au début du livre. Et Ce même qui n'a après. pas toujours été le cas, hein, bien sûr. C'est la dernière partie du livre, disons les 20 dernières années de ma grand-mère et donc de sa mère. Mais voilà, je ne dirais pas que j'ai pris la place de mon père, mais si vous voulez, c'est vrai que dans les 20 dernières années de sa vie, elle a été, comme je l'explique dans le livre, avec mon père, mais avec sa sœur, enfin avec sa fille, avec moi, avec tous ses petits-enfants. Pour le dire vite, elle a été très, très, très agressive. Très Et possessive aussi. Très possessive. Alors, elle est évidemment pour moi quelqu'un d'unique, mais en même temps, c'est un archétype parce que j'en parlais avec les lecteurs que je rencontre aujourd'hui, lecteurs, lectrices, juifs. Beaucoup se reconnaissent une grand-mère ashkénaze, c'est un peu un archétype de femmes très dures qui ont eu une vie difficile, comme je vous explique dans le livre. L'occupation, la guerre. L'occupation, la guerre, et même avant la guerre, puisque dans les années 30, l'atelier de maroquinerie a fait une faillite retentissante. C'était des sacs de voyage cousus main. Cousu main, exactement. Oui. C'était la marque de fabrique de la fabrique. De la marque de exactement. Et donc, pour que ces femmes résistent et vivent jusqu'à 93 ans, il faut évidemment une personnalité très forte. Donc, je sais qu'il y a un certain nombre de femmes ashkénazes du même tonneau, si je puis dire, et qui ne sont pas toujours très faciles à vivre, mais qui sont aussi admirables parce que, effectivement, il y a beaucoup de juifs ashkénazes qui se sont suicidés, où on n'en parle pas si souvent, des dépressions, etc. Et ma grand-mère, c'est vrai, jusqu'à la fin de sa vie, a été c'est le portrait que j'en fais, quelqu'un de très combatif, très combatif. Oui, mais les dernières années, très désenchantée, amère, pleine de ressentiment. Oui, parce que c'est ce que je raconte dans le livre, c'est-à-dire qu'elle est très... elle a eu une vie, j'essaie vraiment ça quand même de mettre en avant, elle a quand même eu des années de bonheur, notamment les années 60, elle a eu des belles années, mais à la fin de sa vie, il y a eu un retour un peu du refoulé de ces jeunes années, de ce qui s'est passé, de la traque anti-juive qu'elle a subie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis des secrets de famille, de ses propres secrets à elle, parce que vous dites qu'à la fin, son frère Victor est mort en déportation, et en fait, elle se sentait coupable. Elle est remplie de honte parce que ce que vous ne révélez qu'à la fin. Mais elle-même, je suppose, ce n'était pas un sujet de conversation. Vous ne deviez peut-être pas le savoir à l'époque. Elle-même savait qu'il y avait dans leur petite bande, quand ils étaient jeunes, un milicien.
et c'est sûrement lui qui a été le délateur, qui a envoyé son frère. Tout à fait. Alors ça, on en est sûr. Il y avait 2 miliciens. Et j'ai d'ailleurs retrouvé dans les archives de Béziers, parce que l'arrestation s'est faite à Béziers, un des 2 miliciens qui, alors là c'est un personnage très modianesque si je puis dire, qui, alors selon, j'ai une archive, hein, donc il faudrait, si j'étais historien, il faudrait évidemment, mais c'est la seule information que j'ai eue, qui travaillait en sous-main pour la Gestapo, qui donc dénonçait des Juifs pour être tranquille, et d'une autre main faisait partie de mouvements de résistance français. Oui, ça. C'est en tout cas dans un procès verbal que j'ai eu. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Mitterrand aussi était comme ça, paraît-il. Exactement, j'ai pensé à Mitterrand, Ouais. qui je crois n'a pas dénoncé de Juifs, mais bon, il y a la Non, Francisque. il n'a pas dénoncé de juifs, et puis c'était autre chose. Il était à Vichy pour les prisonniers de guerre, lui était et pésimiste. après il a continué. Mais Ouais. bref, Mitterrand, c'est encore un autre chapitre. C'est un autre Mais chapitre. il y a à 2-3 reprises, vous dites, ça c'est typiquement juif. Par exemple, une volonté toute juive de se singulariser. Vous croyez que c'est comme les aristos? Vous pensez que c'est caractéristique des juifs, ça? Écoutez, j'ai quelques amis juifs, j'ai ma famille. Je trouve que ça pourrait être une des caractéristiques. Oui. Et aussi le sentiment d'en être et de ne pas en être une particularité juive. Ouais. Oui, Écoutez, ça- c'est aussi ça aussi. un constat, je n'ai pas une Oui, approche oui, je sais pas. scientifique, hein, mais en tout cas, je l'ai constaté chez moi, j'ai constaté dans ma famille, j'ai constaté chez mes amis, donc je pense que ça... Et puis j'ai constaté évidemment chez ma grand-mère. Oui. J'ai aussi tiré cette C'est cette le fil idée, d'Ariane, c'est le fil d'Ariane de tout votre livre. Hein. Il se passe des tas de choses. Vous nous faites visiter Champéry, formidable, une station de sport d'hiver. Je crois que vous connaissez un peu. Je connais, oui, je connais, dans le canton du Valais. Ouais. Et qui est, pour vous, c'est la maison où toute la famille se retrouve. Exactement. Qui est Depuis le point de 1900, alors c'est plus le cas, C'est mais fini, depuis maintenant. 1981, où effectivement, ce que je raconte, c'est que après-guerre, enfin dans les années 60 plutôt, quand l'atelier reprend et marche bien, Atelier de sac. l'atelier de sac, oui, ils reprennent l'atelier de sac après l'arianisation, ils refondent un atelier pour une 3e fois, puisqu'il y a eu cette faillite, l'arianisation, puis après-guerre, ils refont. Et donc, ils partent au sport d'hiver, ils aiment beaucoup la montagne, mais en Suisse, à chaque fois en Suisse, parce que pour ma grand-mère, c'est au cas où il se repasserait, enfin au cas où de nouveau en France, l'État trahirait les Juifs, Sécurité. elle trouvait que c'était une bonne idée d'avoir quelque chose dans un autre pays. Et donc, pendant des années, ils ont fait plusieurs stations, dont Grand Montana qui a fait l'actualité il n'y a pas longtemps, jusqu'au moment où ils ont trouvé ce village dont ils sont tombés tous les deux amoureux. Et qui est devenu un point central pour la famille Bendler. Et qui est devenu un point central. Alors, pour la famille. famille Bendler, c'est aussi la famille Jory. Oui. Mais la famille Jory, avant de s'appeler Jory, s'appelait Ouais. Jorowitzki. Jorowitzki. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une perte de quelque chose d'important par la perte du nom d'origine? Alors, j'aurais tendance à vous répondre oui. Après, il y a une histoire, c'est 1957, donc quand même peu de temps après la guerre. Mon père, qui était à l'école communale, il est en 1949, oui, c'est ça, donc derrière la place Clichy, dans la cour, s'est fait, on dirait aujourd'hui, harcelé par un petit garçon qui s'appelait Jacques, et qui, à chaque récréation, venait le voir et lui disait écoute, si tu ne te convertis pas au catholicisme, tu termineras en enfer. Donc mon père rentrait évidemment apeuré et larmoyant chez ses parents. Et donc mes grands-parents ont décidé de changer de nom à ce moment-là, en se disant que finalement l'antisémitisme était encore, malgré tout, était encore présent. Oui, mais à un moment même, plus tardivement, quand il va y avoir l'affaire Mohamed Merah, et donc à l'école Zertora à Toulouse, la famille va, enfin c'est votre grand-mère, ma grand-mère, qui demande à ce qu'on supprime sur l'interphone de l'immeuble Bendler et qu'on laisse juste Jory. Oui, tout à fait. C'est un peu comme aujourd'hui, des gens qui arrachent leur mezouza Complètement. de leur porte. C'était début des années 2000.
Et c'est ce que je raconte dans le livre. Elle prenait toujours un bus qui est le 95, qui l'amenait de chez elle jusqu'à l'Opéra, le Louvre, tout ça. Et puis après, elle se promenait. Et puis, elle entendait enfin, c'est ce qu'elle me racontait en tout cas, elle entendait des choses dans ce bus qui ne lui plaisaient pas, sur les Juifs, sur Israël, etc. Et elle a commencé, donc c'est vraiment très concret, hein, c'est une histoire très, comme souvent, quotidienne. Et c'est vrai qu'elle a décidé de se retirer son nom. Ouais. Alors, à travers ce portrait très très sensible de votre grand-mère, mais surtout des rapports entre un petit-fils et sa grand-mère, on voit beaucoup d'autres choses, et notamment votre retour, en quelque sorte, vers ce judaïsme, peut-être qui au départ était un petit peu plus éloigné. Mais quand vous revenez à fond, c'est-à-dire les écrivains américains, pour vous, c'est Saul Bellow, Philip Roth Norman Mailer. et Norman Mailer, comme par hasard, Ouais. 3 juifs. Et puis un romancier français, ça ne peut être que Proust, Oui. le plus grand. Donc vous y allez, comme si vous vouliez rattraper quelque chose. Alors, j'étais jeune hein, quand même. Oui. Et c'est ce que je raconte, c'est-à-dire que j'aimais effectivement beaucoup ma grand-mère. Je passais beaucoup de vacances avec elle en été aussi à Champéry. Et donc, je voulais plaire à ma grand-mère. Et ma grand-mère était, comme on le dit dans le livre, elle était effectivement absolument pas pratiquante et croyante. Vraiment, ça n'existait pas pour elle. Mais elle était très, très juive. Elle parlait des juifs du matin au soir. Donc, les juifs, ça passait à aller de la Shoah à Israël, quoi, grosso modo. Donc moi, j'ai quand même baigné dedans depuis tout petit. Hein, là. Israël, où sa fille vit aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Elle est partie à... Elle est Elisabeth, partie... Tante Elisabeth. Tante Elisabeth. Mais qui vous a raconté beaucoup de choses, puisque votre livre est nourri de beaucoup de choses. Grâce à elle, j'ai eu évidemment beaucoup d'informations. Mon père est plus taiseux sur ces questions-là, donc heureusement, Elisabeth m'a beaucoup aidé dans mon travail de recherche. Et d'ailleurs, c'est intéressant, puisque quand vous parlez d'Elisabeth, elle a plusieurs fois proposé à ma grand-mère, donc à sa mère, de venir en Israël. Et là, c'est tout le paradoxe de ma grand-mère qui parlait d'Israël matin, midi et soir, qui a toujours refusé de s'installer en Israël. Parce que, c'est ce que je dis aussi dans le livre, c'est quelqu'un qui se sentait très, très français. Pour elle, la France, c'était très important, malgré la trahison de Vichy, malgré aussi une méfiance vis-à-vis de l'État français qu'elle a gardée jusqu'à la fin de sa vie, qui s'est d'ailleurs traduit politiquement. C'est quelqu'un qui a toujours été à droite, je dirais, pour cette raison-là. Moins il y a d'État, mieux elle se portait. Et donc, elle ne s'est jamais installée en Israël. Elle a appris l'hébreu quand même. Pas tout à fait à la fin de sa vie, mais à 70 ans. Un mélange. Mais le fait de s'installer... Elle y est allée faire des séjours? Ah oui, quand même. Ah non, elle connaissait bien. Et sa propre mère s'était installée en Israël dans les années 70. Donc il y avait en plus... il y avait une famille. Et puis dans votre famille, notamment avec votre grand-mère, à la fin de sa vie, elle a le don de lâcher parfois des phrases dures. Par exemple, elle vous dit à un moment, je n'ai jamais aimé ton grand-père. Ouais. C'est terrible de dire ça à un petit-fils. Et puis alors, le grand-père en question, qui a donc perdu un de ses 2 fils, qui a été déporté. C'est ça? Ah non, non. Non, c'est l'autre. Là, ça, c'est son mari. C'est Vous son parlez mari. de son Ah oui, mari, oui, son mari. Albert Jokowiecki. Oui, pardon. Non, celui qui a parlé de son fils, c'est le père de ma grand-mère, Aïsik. Voilà. Et qui ose dire après, quel dommage que ce soit lui qui soit mort et pas toi. Vous savez que cette phrase, on la retrouve chez Simenon. Ah bon La mère de Simenon, qui a perdu un fils, l'un des 2 frères de Simenon, a dit un jour à Georges Simenon, qui s'occupait d'elle dans ses vieux jours, quel dommage que ce soit Christian qui soit mort et pas toi. Il faut oser dire ça. Ah ouais, c'est fou. C'est terrible, quoi. Même quand on est âgé, etc. Vous dites la vieillesse change les êtres, mais en quoi? En pire ou en mieux? Là, c'est plutôt en pire. Pour elle, en tout cas, je dirais même plus pour elle que pour nous. Bon, nous, on a subi, mais oui, elle a eu une fin de vie quand même, on peut le dire, difficile, quoi. Alors vous dites à la fin, écrire, c'est faire mourir.
Ouais. Quand j'ai terminé votre livre, je me suis dit plutôt écrire, c'est ressusciter. Alors non, je dis les deux. Je dis qu'il y a un double mouvement. Ah non, alors je suis sûr de ce que je dis. Je dis Bah, il y a littérature, intérêt, c'est c'est un double volontaire. mouvement. Il y a une résurrection. D'ailleurs, je le dis au début du livre. C'est vrai que je pense que quand on finit un livre, comme ça, on a l'impression quand même de clore une histoire. Oui. Une histoire narrative, mais aussi une histoire humaine. En tout cas, c'était un livre très sensible. Et je suis sûr que beaucoup de lecteurs, pas tous ashkénazes d'ailleurs, pourront s'y retrouver. Dans les lettres aussi, on ressuscite quelqu'un, puisque les lettres sûr, ont été bien écrites sûr. tel jour à telle heure, et elles sont souvent pleines, elles ont une présence. Ce sont des notes à leur date. Oui. Ouais. Et puis c'est écrire une lettre, c'est avoir une conversation avec Voilà. un inconnu, enfin, Et conversation. quand on pense en plus que ces lettres-là, c'est un peu la pointe de l'iceberg, c'est-à-dire que même avec certains destinataires, il y a certainement d'autres lettres qui Bien sûr. sont chez des collectionneurs privés, qu'on ne Bien retrouve sûr, pas dans les bien archives, sûr. etc. Donc c'est un livre un peu qui ouvre, malgré tout. Alors, comme Moi, j'aurais voulu Pardon aussi. Juste vous Oui. demander à vous. Oui. Zweig ne s'exprime jamais sur le sionisme, justement, parce que pour revenir là-dessus, c'est que la question du Si. sionisme ne l'a jamais intéressé. Si. Alors, quand on. tout cas, Zweig pas dans ce il a connu Herzl, lorsque Herzl était encore un journaliste à la Neue Freie Presse, puisque c'est grâce à Herzl que Zweig a publié son premier texte en 1901. Et en 1929, c'est-à-dire 25 ans après la mort de Herzl, il écrit un très joli texte qui s'appelle Souvenir de Theodor Herzl, et il raconte, c'est très intéressant et amusant en même temps, parce qu'il raconte l'effet qu'a produit à Vienne, parmi les juifs assimilés viennois, la théorie et les prises de position et le livre de Herzl, en disant que ça avait vraiment scandalisé tout le monde, alors que Herzl était extrêmement connu et révéré et apprécié comme un homme charmant, très brillant, qui écrivait des romans, qui écrivait des articles, qui était absolument inséré dans la vie culturelle viennoise. Et tout d'un coup, il lance ce pavé dans la mare pour les juifs viennois. Alors, comme... Et il y revient dans Le Monde d'hier, d'ailleurs. Il raconte ça Le Monde aussi d'hier, en bien sûr. grand détail. Oui, c'est vrai. Parce que C'est Zweig, vrai, sur c'est le vrai. sionisme, c'est-à-dire, il n'est pas anti-sioniste, même au sens historique du terme, il est pro-diaspora. Lui, vraiment, sa conception, c'est comme Buber un peu. Hein. Ouais, Martin Buber, avec qui connaissait, qu'il a bien connu aussi, il considère que les Juifs, un peu partout dans le monde, c'est un ferment pour l'humanité et pour la paix et pour les valeurs humanistes dans le monde, Universel. universelles. La vocation. Pour clore cette émission, il y a toujours 2 coups de cœur. Alors, Et je les ai on vous choisis écoute. sans penser à vous, mais je suis sûr qu'il y a des passerelles et que vous allez vous précipiter pour me les voler. Ça, c'est Michael Dichter. Le titre, c'est On l'appelait Benny Diamond, Diamant. C'est paru aux éditions Les Léonides. J'ai beaucoup aimé ce livre. C'est un roman. Alors, vous vous en doutez, ça se passe dans le milieu des diamantaires. Et ça s'ouvre sur des citations du Talmud. Et la première scène se passe dans un shtetl de la région de Cracovie, chez les Chassidim, le jour de la naissance d'un garçon. Tu seras un mensch, mon fils, hein, en quelque sorte. Cela dit, l'essentiel se passe à Anvers, dans les années 70, du temps où il y avait encore un vrai quartier des diamantaires juifs à Anvers, avant que leurs employés indiens deviennent eux-mêmes les diamantaires et que les juifs partent à la bourse de Tel Aviv, bourse du diamant de Tel Aviv. Le personnage titre, Benny Diamond, d'abord, ce n'est pas son nom, hein. Il a modifié son nom. Il est né dans le diamant parce que son grand-père était diamantaire déjà. C'est une histoire de transmission. En fait, son père est les shamash de la synagogue, donc dans le shtetl. Et le fils vit cette vie religieuse très ultra pratiquante avec un père ultra pratiquant. Mais quand il voit tous les fidèles qui viennent dans cette synagogue et qui saluent le shamash, bien sûr, il dit, mais voilà, des gens puissants, riches, j'aimerais être comme eux. Et donc, dès qu'il pourra, il va quitter le shtetl et tout ce qui va avec pour aller à Anvers, pour apprendre le métier très jeune et y exceller. C'est là qu'il trouve sa transcendance. Dans les diamants, à la bourse du diamant, il en fait son métier avec une ambition tenace et une ascension terrible dans un
ce qui est quand même un microcosme. Je ne sais pas si vous connaissez le quartier des Diamantaires à Anvers, c'est un microcosme. On a l'impression qu'il y a un microclimat juste au-dessus. Il ne fait pas que des amis parce que... bon, donc c'est un roman d'apprentissage qui est le premier roman de Michael Dichter, qui est un jeune réalisateur et acteur, qui est inspiré d'histoires vraies. C'est drôle, c'est bien mené, très dialogué, un peu trop peut-être, mais ça c'est l'influence, je suppose, du cinéma. En tout cas, c'est un premier roman très prometteur pour la suite. Même si vous ne parlez pas le yiddish, vous comprenez tout. C'est très savoureux et édifiant. Évidemment, il y a aussi une histoire d'amour hein, avec une certaine Ève. Et évidemment, il a changé de nom. Mais là aussi, il y a une histoire de transmission entre le grand-père et le petit-fils. Comme quoi, on n'en sort pas. C'est avec le nouveau thème. Et puis alors ça, 22 Mapsbury Road de Rachel Cockrell, c'est le livre le plus étrange que j'ai lu depuis la rentrée, et qui est un livre captivant. Mais alors, la forme, c'est quelque chose que j'avais jamais vu. C'est publié aux éditions du Quai Voltaire. C'est très, très déroutant. Même le projet littéraire est très déroutant. Ça se présente. Alors, c'est pas un roman, c'est pas un récit. Ça se présente comme un dossier qui contient des mémoires, des discours, des lettres, des photos, des entretiens, un monde fou. On croise Churchill, Dos Passos, Zweig, on croise Zweig, Roosevelt et d'autres. Au départ, l'auteur, Rachel Cockrell, voulait juste raconter l'histoire de sa famille à partir de leur grande maison à Londres, dans les années 40. Bon, jusque-là, ça va. Et puis, son enquête l'a mené bien plus loin, tellement loin que est apparu son arrière-grand-père. Et là, deux personnages s'imposent. Theodor Herzl, incroyable, hein, et Israël Zangwill. Le romancier, le Dickens juif, comme on l'appelait, le dramaturge, l'auteur de Had Gadia et l'auteur du Roi de Schnorrer, qui sont des best-sellers de l'époque. Alors, on sait que Herzl avait été voir Zangwill pour lui dire « Aidez-moi à fonder l'État juif ». Mais au fil des premiers congressionnistes, ils vont s'éloigner car Zangwill plaide pour un sionisme territorialiste, c'est-à-dire détaché de la Palestine. Et là, on est au cœur du sujet. Vous connaissez Galveston? C'est un bled, si je puis me permettre. C'est un bled de 50 000 habitants aujourd'hui, qui est sur un îlot au large du Texas. Et c'est là que Israël Zangwill voulait implanter les Juifs. Ah, voilà, c'était ça. Oui, c'est une terre promise, c'est une terre promise de substitution dans le golfe du Mexique. Et d'ailleurs, Zangwill disait en 1906, cette phrase qui est citée en épigraphe du livre, « Si nous ne pouvons pas obtenir la terre sainte, nous pouvons faire sainte une autre terre. » Ce que je trouve assez gonflé. Alors pourquoi pas cet endroit battu par les... voilà. Le titre original, c'est Melting Point. C'est un problème pour les traducteurs, le titre. Hein. Et là, Myriam Anderson, qui a traduit de l'anglais ce livre, elle n'allait pas garder le titre original, puisque Melting Point, c'est un jeu de mots sur Melting Pot. Et en fait, Melting Point, c'est le point de fusion. On ne va pas appeler ce livre Point de fusion. Pourquoi pas, en fait? Oh non, mais tout le monde va se sauver. Là, 22 Mapsbury Road, c'est beaucoup plus fort. Mais en fait, j'ai rarement lu un livre qui est fondé sur une enquête aussi poussée pour pas venir à un tel bric-à-brac. C'est vraiment le balagan à l'intérieur. Mais c'est parfait parce que tout est méticuleusement sourcé, rangé, et c'est passionnant. Donc, je vous le rappelle, mais je suis sûr qu'il apparaît derrière moi. C'est aussi assez frappant. Voilà, c'était les 5 livres. Merci à tous les 3 d'y avoir participé. Et merci à vous. Merci à bientôt. Pour votre Merci à vous. invitation.